Donc on va passer à des protocoles qui sont plus efficaces et qui sont plus utilisés pour intégrer des capteurs. Il y en a deux, le SPI et le I2C. On va commencer par le SPI. Donc le SPI, c'est un protocole de communication qui est un protocole qui est série, encore une fois, hein. La différence par rapport à un UART, c'est que cette fois on est sur un protocole qui est synchrone. Ça veut dire qu'on a une horloge et on va pouvoir aller à des débits qui sont beaucoup plus importants, puisque du SPI, on peut monter à 60 mégabits avec. Et c'est un protocole de communication full duplex. Donc ça veut dire que dans les signaux, on va avoir une cloque, puisqu'on est sur un système qui est synchrone, et puis on va avoir un fil pour faire du RX et un fil pour faire du TX. On est sur un système qui est plutôt fait pour des distances qui sont assez faibles. Et donc au total, on a besoin de 4 fils pour le faire fonctionner, et dont une cloque. Pardon, on a besoin de 4 fils plus une cloque, et donc il y a un fil dont je n'ai pas parlé là, qui est un fil qui s'appelle le chip select, qui va permettre, ou le slave select ici, qui va permettre de sélectionner un chip parmi tous ceux qui nous intéressent. Pourquoi? Précédemment, quand on a parlé de l'UART, on a vu on peut avoir que deux systèmes finalement, un émetteur, un récepteur. Dans le cas du SPI, on va pouvoir avoir plusieurs périphériques. Et donc, il va falloir sélectionner quel est le périphérique qui nous intéresse. Et donc, pour ça, on va utiliser un signal supplémentaire qui s'appelle le chip select et qui va permettre de choisir quel est le périphérique qui nous intéresse. Alors, typiquement, là, le schéma que vous avez là, que j'ai repris sur Wikipédia, il n'est pas terrible. Parce que sur ce schéma-là, on a l'impression que sur le master, on a un seul chip select qui est connecté à tous les chips select des esclaves. Et en fait, c'est pas du tout l'objectif, parce que si on faisait ça, ça voudrait dire qu'en fait, on active tous les esclaves en même temps. Donc quand on parle à tous. En réalité, côté master, on va avoir un chip select par esclave. Et donc, du coup, on n'activera que l'esclave qui nous intéresse. L'objectif de tout ça, c'est de dire, imaginons que sur ma carte, j'ai 10 capteurs de température pour prendre la température à 10 endroits différents. Mais ça peut être 10 capteurs différents, hein, ou 10 mémoires différents, peu importe. Eh bien, je vais les interroger, par exemple, les uns à la suite des autres. Donc, je vais activer mon chip select sur le premier. Je vais lui envoyer une commande pour lui demander l'information qu'il contient, par exemple sa température. Il va me répondre. Ensuite, je vais le désactiver. Je vais activer un autre chip select qui va activer le deuxième capteur de température. Je vais lui poser la question et ainsi de suite. Donc, je peux avoir 10 capteurs identiques avec 10 signaux de chip select et les activer chacun leur tour quand j'en ai besoin. Donc c'est ça le système. L'inconvénient de ce système-là, c'est qu'il faut finalement pas mal de fils. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'on peut avoir plusieurs composants SPI compatibles sur une même carte, mais qu'à chaque fois qu'on en rajoute un, il faut qu'on rajoute un fil de sélection. Et donc à la fin, ça fait pas mal de pistes qui sont utilisées, et ça peut être problématique pour un routage de cartes. Au niveau de nos signaux, on ne parlera pas de TX et de RX, parce que bah, justement, TX et RX, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend de quel point de vue on se place et ça fait des problèmes. Et donc, on va trouver du MOSI et du MISO. MOSI, c'est pour Master Out, Slave In. Et MISO, c'est pour Master In et Slave Out. Donc ça explique la direction de la communication, puisque dans un système comme ça, on n'a toujours qu'un seul maître, donc qui est le MCU, hein, c'est lui qui donne les ordres, qui déclenche la communication, ça viendra toujours de lui. Et donc c'est le master. Donc master out, c'est l'équivalent de TX, master in, c'est l'équivalent de RX pour tout à l'heure. Et puis slave in et slave out nous donnent la direction. Bon, c'est logique, on ne peut pas avoir du MOSO, ça ferait des courts-circuits. Voilà. Et puis notre S-clock, bah, il vient aussi de notre maître qui définit la vitesse à laquelle on communique. On voit sur la droite du schéma, du slide, on voit ce qu'on appelle un chronogramme. C'est-à-dire, en fait, ça représente dans le temps les différents signaux qui sont envoyés par le maître ou par l'esclave. Donc, ce que l'on voit quand on regarde ça, il faut regarder en premier le signal qui est en bas. C'est notre signal de slave select ou de chip select. On trouvera souvent chip select CS dans la littérature. Ici, c'est slave select qui a été choisi. Donc, souvent, il est actif à 0. C'est ce que représente la barre que vous avez au-dessus du SS.
la barre indique que c'est actif à l'état bas. Comme on peut des fois avoir un dièse devant qui peut indiquer la même chose. Donc on voit qu'il passe de 1 à 0. Donc ça active l'esclave. Ensuite, une fois que l'esclave est actif, on va commencer à envoyer sur Mosi, donc c'est le maître qui va envoyer une commande à l'esclave. Donc pour ça, il va changer son signal sur Mosi, mais en même temps, il va indiquer avec l'horloge qu'il est en train de faire cette communication. Donc chaque coup d'horloge, vous voyez ici, il y a un petit front montant qui est indiqué en vert. Chaque front montant sur l'horloge va indiquer à l'esclave que c'est le moment où il doit lire la donnée. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut aller beaucoup plus haut en fréquence et donc en débit qu'avec un UART. C'est parce que là, on dit spécifiquement à l'esclave, c'est à ce moment-là que tu dois lire. Et donc, on peut monter ce S-Clock en fréquence et arriver à avoir des débits assez élevés. Donc, on va envoyer notre signal, donc c'est une commande. Donc, cette commande-là, en fait, elle va être spécifique au périphérique qu'on utilise. Donc, pour un capteur de température, ça peut être donne-moi la température, mais la même commande qui sera envoyée à un capteur de pression, ça pourrait être donne-moi la pression. Ou ça pourrait être donne-moi ta version. D'accord? Il n'y a rien de prédéfini, il faut regarder la doc. Donc, on va envoyer une commande, et cette commande, elle peut amener, par exemple, une réponse de l'esclave. Par exemple, donne-moi ta température, et l'esclave va répondre sa température. Et donc, c'est ce qu'on voit ensuite quand on a une MISO qui commence à s'activer. C'est-à-dire qu'on a envoyé une commande, on a attendu un tout petit peu pour laisser à l'esclave le temps d'être prêt. Et ensuite, le maître, toujours, renvoie un signal d'horloge, et l'esclave va utiliser ce signal d'horloge, non pas cette fois pour lire, mais pour écrire sur le bus. Et donc, le maître ensuite va relire lui ces informations de son côté et récupérer ce qui a été envoyé par l'esclave. Une fois que la communication est terminée, le signal chip select va remonter et donc le device va se mettre en pause quelque part en attente d'une nouvelle question. Voilà, donc c'est un système de communication qui est assez simple, qui est assez efficace en termes de débit, au point que, par exemple, c'est le système de communication que vous retrouverez dans une SD card. Donc, voilà, SD card que vous avez dans des appareils photo, que vous pouvez utiliser comme élément de stockage voilà, pour un Raspberry Pi ou autre. On va avoir ce type de système de communication dedans. On va le retrouver aussi sur des ADC sur lesquels on veut une certaine rapidité. Et puis on va le retrouver aussi dans les objectifs d'appareils photo, sur les appareils photo réflexes. La communication entre le système de mise au point et le boîtier peut se faire dans certains cas par ce type de protocole. Alors l'intérêt de ce protocole aussi, c'est pour ça qu'on le trouve dans des ADC, c'est qu'il est assez efficace, il y a peu de latence. C'est-à-dire que vous voyez, on envoie un signal avec une vitesse assez rapide, on envoie un ordre et on reçoit tout de suite la réponse derrière. On a dépensé peu de bits de communication pour obtenir une réponse. Donc ça permet d'avoir une latence faible et c'est intéressant quand on veut faire de la captation de données à une fréquence élevée, comme ça peut être le cas avec un ADC. Voilà. C'est dans ces cas-là qu'on va les retrouver sur ce type de choses. Comment ça s'utilise quand on a un Arduino? Eh bien, on a une librairie qui s'appelle SPI.h et qui va nous permettre de simplifier l'utilisation de ce protocole-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à générer les signaux que vous avez en haut à droite nous-mêmes en bougeant des GPIO. Ce qu'on pourrait faire, hein, moi ça m'est arrivé de faire des drivers sur des tout petits microcontrôleurs sur du SPI ou autre, en les codant à la main. Ça se fait très bien aussi. Mais là, on a une librairie qui le fait. Et puis surtout, à l'intérieur de l'Arduino, il y a un petit composant, un petit coprocesseur hein, qui gère la transmission SPI. De la même façon qu'on a un petit coprocesseur qui gère la transmission UART. Voilà. Donc ça permet de soulager le processeur de la génération de ces signaux-là. Donc vous lui envoyez un ordre et les signaux vont se générer tout seuls et pendant ce temps-là, le processeur peut faire autre chose. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur les UART, mais sur un Arduino, on n'a qu'un seul UART, par exemple, sur l'Arduino qu'on utilise. Et si on en a besoin de plusieurs, on peut faire du soft UART. Il y a des librairies qui permettent de le faire, et en fait qui vont simuler le principe d'un UART en soft sur des pattes que vous choisissez comme vous voulez. Donc c'est moins efficace en termes de consommation CPU, parce que là du coup c'est le MCU qui fait le boulot et pas le coprocesseur, mais ça permet de résoudre le problème. Voilà. Par contre, souvent vous ne pouvez pas monter très haut en fréquence, et vous avez plus de risque de louper quelques bits, donc il faut faire attention quand on transmet des choses avec un soft serial. Mais en tout cas, c'est une solution qui marche globalement bien. Donc le SPI, on a un petit coprocesseur qui permet de le gérer, qu'on va utiliser.
et que va gérer la lib spi.h qu'on inclut ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on fait notre setup? Il va falloir qu'on fasse un spi.begin. Là, on n'a pas de vitesse à passer. Alors, il peut y avoir des paramètres sans doute, parce que malgré tout, on peut avoir plusieurs vitesses sur un bus SPI, mais on va dire que par défaut, il y a des valeurs par défaut qui vont bien. Il va nous falloir une autre patte, qui est notre patte de chip select. Donc, c'est pour ça qu'on a ici un pin mode 10, bon, la 10 parce que la 10, voilà, en output. Ça, c'est le chip select qu'on va utiliser. Et puis dans notre boucle, donc si j'ai mis une boucle, j'aurais pu le mettre dans le setup, mais peu importe, on va réaliser une transmission SPI. Donc il va falloir tout d'abord qu'on sélectionne notre esclave. Donc ça, c'est ce qu'on fait en plaçant le digital write de la 10 à l'eau. Donc là, l'objectif, c'est d'aller mettre le signal à base sur SS. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire notre transmission. Donc notre transmission ici, alors en l'occurrence, c'est une transmission de 128 valeurs et 128 fois une valeur incrémentée, peu importe, hein, dans l'exemple. Il va falloir qu'on fasse notre transfert. Donc pour faire notre transfert, on va mettre ici une commande qui est la commande 0 et ensuite la valeur qu'on va envoyer. Donc on va utiliser une fonction spi.transfert. Ça, c'est pour dire qu'on va envoyer sur le bus SPI une valeur. Ici, on envoie la valeur qui est 0 et ensuite une deuxième valeur qui est une valeur incrémentée. On pourrait faire des lectures, hein, donc il faut regarder après la documentation de SPI. Là, on n'est que sur de l'écriture. On pourrait avoir, comme dans l'exemple, le chronogramme en haut, on avait une commande suivie d'une lecture. Donc on aura un SPI transfert avec la commande, et puis ensuite on aurait un SPI, j'ai pas en tête là comment on fait la lecture, il faut regarder la doc, et la commande qui permet de récupérer quelque chose de la part de l'esclave. Et quand on a fini notre transmission, eh bien, on va repasser notre chip select à l'état haut pour libérer l'esclave. Au passage, vous voyez que on peut avoir plusieurs transmissions qui se suivent sans avoir besoin de rechanger le chip select à chaque fois. Donc ça aussi, c'est assez efficace. On peut aussi, quand on va faire une lecture, par exemple, sur une mémoire, on peut commencer par envoyer l'adresse à laquelle on veut lire et ensuite lui demander que des lectures qui se suivent de façon à récupérer les données et l'adresse est automatiquement incrémentée. Voilà. Donc le but derrière, c'est d'optimiser au maximum la transmission de données pour arriver à avoir un débit qui est le plus important possible. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va retrouver sur le SPI de façon classique. Donc assez simple à utiliser globalement quand on utilise la librairie qui est disponible à cet effet.